Bonjour à tous, bonjour monsieur le député, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à vous d'être là. Vous aviez quel âge le 10 mai 81, vous? 13 ans. Oui, donc vous avez un souvenir de ce jour de victoire pour la gauche? Je me souviens très bien, ce célèbre, vous savez, je ne sais pas qu'on appelait ça, là où un visage s'inscrivait comme ça. Mon père, il a dit un juron, pensant que c'était Giscard, parce qu'il votait Mitterrand. Et c'était le front, voilà, c'est classique, tout le monde raconte ça, mais j'ai ce souvenir. Et puis après, mes parents étaient contents. Alors bon, moi j'habitais une petite ville de province, en l'occurrence Béziers, j'ai pas participé... évidemment à un quelconque rassemblement populaire, mais je me souviens de cette époque, je me souviens de professeurs le lendemain arrivant à l'école avec une rose rouge. Oula. Vous voyez, il y avait des traditions à l'époque. Oui. Et après... C'est le 40e anniversaire dans quelques jours du 10 mai 80. On va reparler de l'état de la gauche, parce que 40 ans après, il y a de quoi dire. Mais d'abord, une question d'actualité, Alexis Corbière. Est-ce que vous vous joindrez à la marche citoyenne le 19 mai, à l'appel de l'intersyndicale des policiers, évidemment lié au meurtre d'Avignon? Alors, il y a une forte émotion. Moi, j'adresse un salut vraiment à tous les collègues de policiers assassinés, à la famille évidemment, et je comprends l'émotion très forte. Alors comme il y a eu dernièrement, vous savez, nombre de sujets avec des organisations syndicales de police et qui parfois ne comprenaient pas les critiques qui étaient les nôtres, je ne sais pas si c'est habile et digne que quelqu'un comme moi aille à ce rassemblement, si c'est pour que ça crée une émotion vis-à-vis de certaines organisations syndicales. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si c'est un moment de recueillement de policiers... Vous pensez que votre présence ne sera pas forcément mal? Moi, ce que je dis à travers ce micro, c'est que de toute manière, je comprends l'émotion de la police, évidemment, l'émotion de la population. Après, il faut qu'on puisse parler. Bon, déjà, il faut retrouver l'assassin. J'espère qu'il sera retrouvé, qu'il sera évidemment... Il est toujours en fuite, en effet. Il est toujours en fuite, c'est quand même incroyable. Bon. Et après, parce que... Pourquoi je dis ça? Il y a un sujet, la police fait un travail difficile. Moi, je le vois, élu de Seine-Saint-Denis, on pourra en parler. Voit ses conditions de travail parfois détériorées. Je vois parfois avec désolement le fait que certains personnages politiques prennent des grandes postures, à commencer parfois par monsieur le ministre. Et puis moi, dans mon commissariat à Montreuil, c'est moins 24 postes à Montreuil. Actuellement, vous voyez, donc il y a des policiers qui travaillent dans des conditions difficiles. Et des gens comme moi, par ailleurs, ont aussi considéré qu'il arrive parfois que la police ait une attitude... Alors, je ne dis pas que c'est majoritaire, mais enfin, qui est préoccupant dans son rapport à la population. Oui, alors, comme vous dites les choses, on ne va pas tourner autour du pot, parce qu'effectivement, vous avez ce en même temps, vous dénoncez les violences policières, vous estimez que vous aussi. Vous estimez, c'est pas la question, vous estimez que c'est systémique dans la police, vous le dites, vous l'avez dénoncé, et par ailleurs, vous dites, effectivement, je vous ai déjà entendu plusieurs fois dire il faut plus de moyens, plus de protection, etc. Est-ce que comme tout citoyen, on veut une meilleure police. Est-ce que vous êtes audible, manifestement? Peut-être qu'on est dans une époque où il faut avoir un point de vue qui est, comment dirais-je, cohérent. Voilà. C'est-à-dire que je suis pour ce grand service public indispensable qu'est la police républicaine. Je veux dire, il faut une police. Nous ne pouvons pas construire une société. S'il n'y a pas de police, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et je ne suis pas pour la loi du plus fort, mais parce que quelque part, j'aime la police républicaine. Je veux qu'elle soit toujours républicaine. Et quand parfois, notamment à l'occasion de mobilisation sociale, qui est quand même une tradition dans notre pays, je vois beaucoup de gens blessés. Il y a encore Libération qui faisait un sujet sur le fait qu'un jeune homme qui ne faisait rien s'est vu éborgné. C'est un vrai sujet. D'où viennent les consignes, les techniques utilisées. Moi, je veux dire, la police, comme tout service public, comme l'école, comme ce que vous voulez, on a le droit d'en parler. Et ce que je reproche à certaines organisations... Du coup, ça crée un malentendu. Non. Alors, écoutez David Lebars, une seconde. Est-ce qu'il faut purger ce genre de sujet? David Lebars, hier matin, sur Radio Classique, écoutez-le. Dans la classe politique, il y a un parti qui, de façon récurrente, tape toujours sur la police. Il y a également certaines personnes... Jean-Luc Mélenchon et tous ses adjoints qui ont un discours extrêmement dangereux vis-à-vis de la police, en voulant désarmer les flics, en les traitant d'irresponsables, de bons à rien ou de mots grossiers que je répéterai pas à l'antenne. Et bon, vous le savez, il n'est pas isolé. Il est leader du syndicat des commissaires de la police. Il est très violent, ce syndicat. Il dénonce une haine anti-flic. Lui aussi, il parle de la violence, alimentée, entre autres, par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Alors, je veux quand même... Attendez, on prend 2 secondes. Quand même, il y a eu quelque chose qui est inacceptable, l'assassinat de ce policier à Avignon. Et j'oublie pas la policière aussi assassinée devant le commissariat il y a quelques jours à l'occasion d'un attentat par un homme pris d'idéologie islamiste violente, etc. D'accord? Donc, bon, ça, c'est un sujet auquel il faut avoir une forme de recueillement, de pensée pour les policiers et la famille. Deuxième sujet, le discours que nous tenons, qui chaque fois, et M. Lebars, lui, est dans une organisation syndicale très corporatiste, c'est-à-dire quel que soit ce que font les collègues, ils ont toujours raison. D'accord? Donc on ne peut rien dire. Et dès que j'ouvre la bouche, je suis anti-flic. Donc taisez-vous, Corbière. Alors que moi, je pense, comme tous les citoyens, que parce qu'il faut la police,
En même temps, nous voulons une bonne police. Et qu'il arrive parfois, et j'espère que M. Lebars aussi, lui, trouve désolant que quand des gens viennent manifester pacifiquement, ils se fassent éborgner. Parce que des consignes sont données d'utiliser des techniques, notamment le LBD, qui n'étaient pas utilisées lors des manifestations. Que par exemple, il y a des techniques d'arrestation à l'occasion d'une interpellation, la technique dite du pliage, qui produit trop souvent des choses que nous n'acceptons pas. Je pense au cas de M. Chouva, Est-ce qu'il y a une etc., haine etc. Est-ce qu'il y a une haine anti-flic qu'il dit est-ce Pas de haine anti-flic. Non, mais est-ce que lui, il dit aujourd'hui, il y a une haine anti-flic dans la société. Et comme il y a une haine aussi anti-insoumis de la part de certains. Elle peut armer indirectement les agresseurs. Alors on va dire les choses clairement. Il est possible qu'il y a des gens qui ont des propos verbaux inacceptables, qui peuvent... Mais cracher sur un policier, insulter sur un policier, ce qui est inacceptable, c'est pas la même chose que sortir une arme et la battre dans la rue. Ce qui s'est passé à Avignon, c'est du banditisme. Vous dites pas que dans un climat d'insécurité, il y a un climat d'insécurité en France ? Oui, enfin, il y a de l'insécurité qui existe. Ça, mais à plusieurs sujets. L'insécurité dans la rue, une insécurité sociale. Au sens propre. Non, mais oui, les gens ne se sentent pas toujours... Beaucoup de gens sont inquiets pour leur travail, pour leur intégrité, pour plein de choses. Maintenant, il faut s'interroger pourquoi dans certains quartiers, c'est pour ça que je prends l'exemple de Montreuil, Seine-Saint-Denis, c'est dans des quartiers où il y a plein de problèmes. Les policiers travaillent avec des voitures, parce que moi je les connais, le commissaire des Lilas, qui est celui qui s'occupe de Bagnolet, de ma ville, le commissaire de Montreuil, les voitures ne fonctionnent pas toujours. Les conditions, c'est des préfabriqués absolument dégoûtants. Aller visiter une cellule dans ces commissariats, et le commissaire s'en désole lui-même, c'est franchement dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Les gens travaillent parfois avec leur propre véhicule. On leur doit, je ne sais plus combien de millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. J'ai demandé, moi, qu'il y ait une commission d'enquête sur notamment le taux de suicide très élevé dans la police, parce que quand vous discutez avec des policiers, ils vous disent que les conditions de travail, et tout ça est extrêmement éprouvant. Il y a un manque de moyens. Ce que je veux dire, c'est que, vrai, vous dire, vous savez qui c'est le vrai défenseur de la police républicaine ? C'est moi et la France insoumise. Alors attendez, voilà. Parce que ça va être compliqué quand même à défendre. Par exemple, Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre hollandais. Qui ça ? Bernard Cazeneuve. Quand le leader parlementaire d'une organisation politique de la gauche extrême dit à des manifestants « Méfiez-vous des policiers, ce sont des barbares », il crée un climat propice à des affrontements funestes. Sert-il la cause du peuple ? Certainement pas, il l'a trahi. La cause du peuple, ça vous concerne un peu quand même, puisque c'est votre sujet. Lui, il dit que vous l'avez trahi par ces invectives-là. Alors, on est passé à un autre sujet, donc il y a un... Non, c'est le même sujet. Non, on va parler de Cazeneuve, mais bon, si vous voulez. Effectivement, à l'occasion de la mobilisation des Gilets jaunes, ce mouvement populaire, les consignes qui ont été données à la police ne me semblent pas républicaines. C'est-à-dire de réprimer rudement, de blesser des gens dans leur chair. Vous ne regrettez aucun des propos, aucune formule qui aurait pu être mal perçue dans ce climat. Mais peut-être qu'il y a des formules mal perçues. Ce que vous dites là, vous savez ce que c'est ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui parle à quelqu'un à l'oreille sur un trottoir. On est de quelqu'un qui vient lui dire... Non, de quelqu'un. Ça n'est pas une interview. D'accord ? Ça peut arriver quand des gens qui venaient parler à Jean-Luc Mélenchon, en lui montrant quelqu'un qui avait été blessé, il leur dit tout ça, effectivement, il a un vocabulaire. Donc c'est un propos mal maîtrisé ? Mais parce que les policiers ne sont pas des barbares, c'est pas ça le sujet, personne ne le croit. Par contre, ce qui est barbare, c'est de banaliser le fait qu'on blesse des gens et que quand nous posons le problème, on nous dit « Vous êtes anti-flic, arrêtons d'en parler ». Personne. Écoutez, moi, quand vous allez manifester, Elisabeth Martichoux, ça arrive parfois, je n'ai pas envie qu'on vous éborgne. D'accord ? Je n'ai pas envie qu'on vous blesse. En tout cas, vous dites le 19 mai, dans la situation de crispation entre nous et les policiers, ce ne serait pas très habile d'y aller. Voilà. Non, je ne sais pas. Non, mais je soutiens, moi... Enfin, que les choses soient claires, j'espère que tout le monde a compris mon propos. Oui. Je soutiens cette manifestation et d'esprit, si je puis dire. Après, je ne sais pas quels seront les slogans. Là, on pensait à M. Lebars. Il y a une organisation syndicale qu'on aille voir sur Twitter de quelle manière ils nous répondent, assez injurieuse, etc. Il a parlé de syndicats d'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il y a des syndicats qui ont une tonalité d'extrême droite, extrêmement violent. On pourrait en parler. Il y a même des organisations syndicales de policiers qui sont venus manifester devant notre local, ce qui quand même est singulier quand des policiers manifestent devant des locaux d'un parti d'opposition. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans un moment d'émotion, moi, j'apporte tout mon soutien et j'ai pas envie de participer par ailleurs à ce qui serait vécu peut-être par certains et notamment des leaders syndicaux qui sont très politiques, vous savez, ils sont très politiques. Vous savez, la réalité des policiers, c'est qu'ils sont plus syndiqués, ils se sentent pas non plus représentés par ces organisations syndicales. Les syndicats les représentent pas. Pas tous. Les syndicats, ce sont des tribuniciens politiques. Oui, il y en a, effectivement. Il y a un problème. Il y a même eu des manifestations de policiers. Vous n'allez pas découvrir la lune, les syndicats, ils sont parfois politiques, oui. Oui, donc vous critiquez beaucoup les organisations syndicales de salariés. Ça arrive parfois que des gens, quand c'est les organisations syndicales de salariés, alors là, on les écoute pas. Par contre, quand c'est les organisations syndicales de policiers, ils sont parfaits. Moi, je dis, il y a des organisations syndicales qui ont des discours sérieux,
Et je me souviens même, vous évoquiez ma jeunesse et 81, je me souviens en 86, il y avait la FAS, la Fédération autonome des syndicats de police, monsieur Delplace, critiquait les violences contre les étudiants. Mais aujourd'hui, il y a des organisations syndicales qui ont pignon sur rue, qui, elles, quel que soit ce qui se passe, trouvent que c'est formidable. Ceci dit, franchement, je regrette d'avoir cette polémique avec ces organisations syndicales parce qu'aujourd'hui, je veux avoir une pensée vraiment solidaire, de compassion avec cet assassinat ignoble. Et les policiers font un travail difficile. Et il faut les aider dans ce travail-là. Et j'ai l'impression qu'avec les propositions que nous faisons, plus de moyens, nous sommes du côté de la police républicaine. Juste un mot quand même, toujours Bernard Cazeneuve, parce que là aussi, il faut purger. Mélenchon doit être combattu à la une de l'Express. Voilà à quoi sert ce monsieur qui s'appelle Bernard Cazeneuve, qui, après avoir été d'un silence total depuis l'arrivée de M. Macron, ne dit rien sur les questions sociales, ne dit rien sur rien. Par contre, il revient pour dire c'est quoi le problème, il faut combattre Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, si c'est comme ça que ce monsieur voit... comment dirais-je, son attachement à ce qu'est le Parti socialiste, c'est assez désolant. Franchement, c'est désolant. Vous savez, j'espère que tout le monde se souvient de qui est M. Cazeneuve. C'est un monsieur qui a été Premier ministre de François Hollande. Et il était tellement brillant qu'au terme de son responsabilité de Premier ministre, François Hollande n'a même pas pu se présenter devant les électeurs pour un second mandat. Un peu de modestie. Alors, je veux bien qu'il nous critique s'il veut, mais lui, il tire aucun bilan sur son action. Je l'ai lu, son interview, les déshontes, il est parfait. Tout ce qu'il a fait est fabuleux, et il y a un problème, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ces gens-là sont finis, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne représentent plus rien. Il ne sert à rien, Bernard Cazeneuve? Oui, non, enfin, il est avocat d'affaires maintenant, il fait de l'argent, tant mieux pour lui. Mais politiquement, il ne sert plus à rien, il n'a plus d'électeurs, il n'a plus rien. Imaginez-vous, ce monsieur a été Premier ministre. Et alors, la gauche radicale, c'est quand même compliqué. Pablo Iglesias, leader de Podemos, la gauche radicale en Espagne. Mais c'est quoi la gauche radicale, Elisabeth Mortichou? Non, mais... Monsieur Cazeneuve, c'est un homme radical, Cazeneuve. Il est radicalement antisocial. Le fait qu'un de vos amis politiques en Espagne, pas n'importe qui, une figure de la gauche radicale en Espagne, il quitte la politique après la victoire triomphante ou l'échec cuisant, comme vous voulez, aux législatives à Madrid. D'abord, est-ce que vous quitterez la politique si vous échouez dans un an, vous Est-ce que c'est une démarche qui vous intéresse? Je ne veux pas parler... je pense que... moi, je regrette que Pablo Iglesias se retire de la vie politique comme ça. Il est jeune, il est utile, il peut jouer un rôle intellectuel. Après, qu'ils disent je n'exerce plus de responsabilité ou je vais passer la main à telle ou telle autre génération, il a raison. Après, il ne faut pas oublier qu'il y avait des manifestations d'extrême droite devant son domicile. Il a été insulté, calomnié pendant des mois sur sa vie. Mais qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de la difficulté? Il est rincé psychologiquement. Il est rincé, d'accord. Là, actuellement, et que peut-être, ce que j'espère, d'ici quelques semaines, quelques mois, il remontera sur le cheval. La France se droitise, elle aussi. Oui, non, ce que ça dit d'abord, c'est que derrière, comment dirais-je, les gens qui font des politiques, il y a des êtres humains, et que comme Pablo, il a subi une défaite, qu'il a fait des erreurs sans doute, il a participé au gouvernement. Bon, le gars, au soir de sa défaite, il dit voilà, je prends du recul, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais vous pourriez le faire, vous, dans un an, changer de vie et dire une présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, encore perdu éventuellement. Mais moi, si je suis battu la prochaine fois, je retrouverai du boulot, je suis enseignant, je bosserai. Ouais. Mais je ne crois pas que j'arrêterai le combat politique. Par contre, ce que je peux dire à d'autres, il y a une nouvelle génération. Moi, j'incarne une époque. Par contre, ça me semble bizarre de dire que je me retire de la vie politique parce que c'est pas un métier, c'est un engagement. Mais je salue Pablo Iglesias, qui est un dirigeant européen tout à fait important, qui a une pensée politique fertile. La gauche, la France se droitise d'après une étude, une grande enquête de la fondation Fondapol. Elle a gagné 4 points d'ailleurs. 38% des Français se disent à droite, 24% à gauche. Comment vous expliquez la gauche? Alors, ça c'est intéressant parce que, déjà parce que beaucoup de thèmes arrivent, vous n'y pouvez rien, on vient d'en parler, il y a une manière parfois que certains sujets sont mis en scène, la sécurité est un thème obsédant, ce qui est important, mais les questions sociales sont parfois moins mises en avant, par exemple. On a évidemment un pays qui a été secoué, blessé par des attentats, par exemple, et la manière après, la réponse politique qui a été faite a été souvent de faire monter des thèmes qui fracturent la société, qui ne sont pas des thèmes qui permettent de faire nation et qui permettent de faire avancer des idées de progrès. Une fois qu'on a dit ça, moi je ne suis pas pour cultiver le pessimisme ambiant, et je suis pour dire à ceux qui nous écoutent, les amis, l'échéance qui arrive, celle de 2022, car c'est en toile de fond la discussion que nous avons, elle n'est pas perdue d'avance, ce n'est pas vrai. Avant de venir à votre émission, je regardais les sondages de mai 2016, c'est-à-dire un an avant l'élection présidentielle la dernière fois. Vous savez, non mais je veux dire, Jean-Luc Mélenchon était à 10-11 comme aujourd'hui dans les sondages. Monsieur Macron, en général, n'était même pas testé. Il sera élu à la fin président de la République. Monsieur Juppé triomphait.
fait. Et Madame Le Pen était surévaluée par rapport au score qu'elle a fait. Ce que je veux dire, c'est que les amis qui m'écoutent et qui, comme moi, sont des gens de progrès, de justice, pour l'écologie, pour changer ces institutions, on peut convaincre une majorité qui, pour l'instant, ne s'exprime pas dans les sondages et les études d'opinion. Les abstentionnistes, les gens qui se positionnent plus ni de droite ni de gauche, mais qui aimeraient que les fins du mois soient meilleures, que l'école soit de meilleure qualité. Et ça, il faut aller les chercher, les convaincre. C'est vraiment pour laquelle on fait campagne avec Jean-Luc Mélenchon, en n'ayant pas l'obsession de se dire ce qui est important, c'est rassembler des petits logos, quel que soit le contenu, mais plutôt d'aller convaincre les cœurs de ces millions de Français d'abstentionnistes. Et si on fait le boulot de manière claire, pas, comme je l'ai déjà dit, avec des divisions artificielle, mais pas d'unité superficielle avec des gens avec lesquels on pense des choses tout à fait contradictoires. On peut être la surprise de la prochaine élection. Vous savez, le second tour, il va peut-être se jouer autour de 19, 20, 21%. Aller chercher et les c'est Français atteignable. Plutôt que des étiquettes et des partis. D'abord les idées. Et si des gens veulent nous aider à ça, mes amis communistes qui discutent actuellement, je leur dis on peut faire campagne ensemble. Fabien Roussel sera candidat. On verra. Non, mais si c'est le cas, je le respecte. Vous le regrettez. Bah oui, parce que je préfère quand on est rassemblé. Comme on pense beaucoup de choses communes, on est plus fort quand on est rassemblé. Mais il y en a d'autres aussi au sein de la mouvance écologie. Je pense à Benoît Hamon. Je pense que c'est des gens auxquels on peut se retrouver. Voilà. Et on va y arriver. Vous savez, on va être la surprise. La vous verrez. conclusion, vous serez la surprise. Ben je le souhaite. Il faut travailler à ça. Ne cultivons pas, je le répète, l'espèce de résignation. L'élection de 2022, elle n'est pas jouée. On peut être au second tour. Notre camp, pour l'instant, celui qui me semble le mieux porter nos idées, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a d'abord à les convaincre. Regardez, on fait. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Meeting, en avance. C'est une belle campagne qui progresse. Alexis Corbière, surtout, ce matin, sur LCI, est à fond, comme vous pouvez le voir. Mais comme nous tous, je souhaite à chacun bonne santé dans le contexte actuel. Par ailleurs, ça n'aide pas. Soyons prudents. Vous êtes vacciné ? Je vais le faire. Bon, l'Astra ? J'ai pas choisi. Le flacon ou pas ? Pardon. Ouais, non, mais je comprends qu'il y ait des questions. Non, mais moi, en plus, je vais pas rentrer dans mon dossier médical, c'est pas le sujet. Mais il faut se vacciner. Je pense qu'il faut le faire. Et on va moi, j'ai 52 ans. Je pense que c'est bien. Je rencontre des gens. J'ai une vie. Donc, soyons prudents et puis faisons attention. Puis, on n'a pas eu le temps d'en parler. Organisons aussi la société pour l'instant. Merci beaucoup. Gentiment. Allez, excusez-moi, Elisabeth, partie. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité. Bonne journée à vous.